Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette table ronde. Je m'appelle Sylvain Cousin, donc je suis chargé de mission à l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine, qui organise le forum Entreprendre dans la culture, donc c'est 2 jours de forum. Et donc aujourd'hui, enfin là présentement, nous allons donc évoquer ce thème, la baisse d'attractivité des métiers culturels, comment les entreprises abordent les évolutions du rapport au travail. Petite rapide introduction, hein, donc nous allons donc parler de cette question-là. Concrètement, si on pose une définition, la plus simple définition, c'est la tension qui s'exprime par une offre d'emploi des entreprises plus importante que l'offre de travail des demandeurs d'emploi. Ainsi, de nombreuses structures, alors on le voit à travers les entreprises, les lieux labellisés, les festivals, les équipes artistiques éprouvent des difficultés à trouver des professionnels pour remplir les missions qu'elles proposent, peu ou pas de candidatures, des postes qui restent vacants, des processus de recrutement à rallonge. Et donc jamais le secteur culturel n'a connu une telle difficulté en termes de ressources humaines. Alors, les raisons de cette désaffection, on va en parler bien sûr, hein, elles sont nombreuses. Elles s'inscrivent, vous le savez, dans un contexte d'après-crise sanitaire. Et là, depuis 2 ans, un nombre de rapports, d'articles professionnels et d'études ont formalisé toute une littérature pour tenter d'expliquer ce phénomène complexe, un phénomène multifactoriel. Et cette question, donc, est le centre de réflexion et de travaux au sein des réseaux, d'organisations professionnelles, avec Pôle emploi également. Cette réflexion-là est menée dans la plupart au sein des réseaux donc, et de la plupart des acteurs du secteur culturel. Elle a notamment été abordée en COREPS. Donc le COREPS, c'est le comité régional des professionnels du spectacle, donc qui est un espace de dialogue social où se réunissent État, collectivités, représentants d'employeurs et syndicats représentants de salariés. Donc il y a un espace qui existe à l'échelle régionale, qui est le pendant du CNPS, donc l'espace de dialogue social au niveau national. Et donc cette question, bien sûr, a été discutée dans cet espace-là, et c'est d'ailleurs notamment à cet endroit-là qu'a germé l'idée de cette table ronde. Et ainsi, l'ensemble de la profession tente de dresser des pistes de solutions pour retrouver un emploi culturel plus attractif. Et parmi ces leviers, donc vous le savez, hein, il y a plusieurs leviers pour réenchanter peut-être l'emploi culturel. Là, aujourd'hui, on va se concentrer donc sur la question de la qualité de vie et des conditions de travail, QVCT. Et donc la QVCT, pour rappel, en tout cas, ça concerne, donc, quand on parle de conditions de travail, hein, c'est tout ce qui recouvre les aspects matériels, contraintes physiques, moyens, conditions sanitaires, les aspects organisationnels, donc le temps de travail, le rythme de travail, l'autonomie, la marge de manœuvre, et puis les aspects psychosociaux, la relation avec les clients, le public, les collègues, la hiérarchie. Ça concerne aussi le sentiment d'utilité du professionnel, du salarié. Voilà un peu tous les sujets qui peuvent être brassés là sur cette table ronde. Et donc pour ce faire, eh bien on va profiter du témoignage de nos 2 invités. On va donc tenter d'approfondir ces aspects. Comment améliorer les conditions de travail au sein des structures culturelles peut inverser la tendance de cette désaffection, mais aussi comment aborder cette question de QVCT, de qualité de vie au travail, au sein des structures ou des réseaux, et avec quelle méthode. Alors plutôt que de partir dans un laïus, on va s'intéresser en fait à 2 expérimentations que nos invités mènent, ou en tout cas auxquelles elles contribuent. 2 expérimentations pour justement brasser ces problématiques au sein de vos structures. Donc pour ce faire, j'ai le plaisir de compter à mes côtés Chloé Rouget, responsable projet richesses humaines au sein de Culture et richesses humaines, et Mathilde Coupeau, directrice de Jazz à Poitiers et également trésorière du syndicat des musiques actuelles, SMA. Voilà, donc on est ensemble pendant 1h30. Peut-être je vous laisse juste un petit mot de présentation pour un peu situer, si vous le voulez bien, vos organisations. Chloé, qu'est-ce que c'est et quelles sont tes missions au sein de s'il te plaît? Alors, bonjour à tous. Alors, ça fait partie d'un ensemblier, comme on appelle, qui est en fait le pôle culture et richesses humaines, qui est basé à Bègle, à côté de Bordeaux, et en fait dans lequel il y a 3 activités principales. Il y a un groupement d'employeurs, l'AGEC, une coopérative de formation et de conseil, Confer, et une association d'expérimentation et de recherche-action, Co.
Moi, je suis responsable de cette activité-là, où on va vraiment travailler sur les thématiques du travail et des conditions de travail dans le secteur culturel et plus largement dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire comment on travaille, qu'est-ce qu'on peut améliorer, quels sont les métiers en tension aussi. On travaille aussi sur les questions des compétences, des dispositifs de transfert de savoir-faire. Voilà. Voilà. Merci. Et donc, je te laisse la parole, Mathilde, après, juste pour préciser que tu devais intervenir à tes côtés, on devait compter donc l'intervention de Cécile Guillemet, donc qui est consultante sur les questions d'organisation, justement, avec laquelle vous travaillez, et qui, pour des raisons de santé, ne peut être présente avec nous aujourd'hui. Donc, elle s'excuse, elle nous a transmis quelques éléments, et ce sont des éléments que vous retrouverez d'ailleurs dans un compte-rendu qui vous sera transmis et envoyé par la suite. Voilà, on excuse Cécile. Et Mathilde, je te laisse la parole pour te présenter, s'il te plaît. Oui, merci Sylvain. Bonjour à tous. Donc moi, je suis effectivement directrice de Jazz à Poitiers, qui est une SMAC. Et je voulais préciser que c'est une SMAC avec 5 salariés. Donc je précise ça parce que c'est important de savoir d'où on parle. Et effectivement, au cours de la table ronde, quand je vais parler, si je suis amenée à parler d'exemples précis, voilà, je suis plutôt dans une petite structure et ça a évidemment aussi des incidences dans la façon de penser la QVT. Et donc je suis ici aussi avec ma casquette du SMA. Donc le SMA, c'est le syndicat des musiques actuelles. C'est un syndicat d'employeurs qui est représentatif sur 3 branches, sur la CCNEAC, donc la convention artistique et culturelle, sur la SVP, donc la convention collective du spectacle vivant privé, et sur l'édition phonographique. C'est un syndicat de filière donc, qui regroupe à la fois des producteurs, des festivals, des salles de concert, des labels, des radios, voilà, sur l'ensemble un peu du champ des musiques actuelles. On est à peu près 600 adhérents et le SMA porte des valeurs d'économie sociale et solidaire dans la façon dont ses membres sont structurés. Merci. Donc avant de passer à la présentation de vos projets réciproques que vous portez, projets d'expérimentation, on va ensemble faire un rapide point justement sur cette question de la baisse d'attractivité, même si déjà beaucoup d'éléments ont été partagés, mais au moins pour qu'on ait une base commune et puis qu'on vous entende aussi sur vous, comment vous vivez, enfin comment les structures avec lesquelles vous travaillez appréhendent cette baisse d'attractivité ou ces métiers en tension. Donc ça sur un premier temps. Pour un deuxième temps, effectivement, donc voilà, creusez vos expérimentations qui sont chacune lauréates du FACT, qu'on développera tout à l'heure, le fonds d'aide aux conditions de travail. Et ça, pour après laisser bien sûr un temps d'échange avec vous, au moins d'une trentaine de minutes, c'est notre objectif. Peut-être juste pour quelques constats chiffrés, donc encore une fois, je le disais, plein de structures ou d'organisations ont fait ce constat-là, ont formalisé et transmis des chiffres concernant cette baisse d'attractivité. Il y a à la fois des données qualitatives. J'ai sous les yeux l'étude, le rapport donc porté par l'agence d'une crise à l'autre, qui notamment recueille toute une série de témoignages donc sortis cette année en juin 2023, mais sur des témoignages de 2022-2021. Sur les difficultés justement ressenties par les professionnels. Quelques chiffres rapidement. En 2021, justement, la Nouvelle-Aquitaine était la 4e région où les tensions sur le marché de l'emploi sont les plus fortes. À titre de comparaison, au niveau national, si on se concentre sur les salariés intermittents, avant la crise sanitaire, le secteur du spectacle ne rencontrait aucune difficulté. Donc il y avait plus de 18% de salariés intermittents entre 2018 et 2020. Donc depuis 2020, il y a un vrai arrêt sur cette population professionnelle précisément. Autre chiffre, entre 2019 et 2021, sur la filière musique actuelle, on constate 64% de départs volontaires. Et toujours pour cette filière, 60% des labels et 52% des salles ont rencontré des problèmes de recrutement. Ça, c'était pour l'année 2022. Autre chiffre intéressant, 65% des entreprises qui ont recruté sur des métiers administratifs ont rencontré des problèmes.
Donc on voit qu'en fait, voilà, ce problème de recrutement concerne beaucoup de typologies de postes, beaucoup de typologies de structures. Et puis on constate aussi une augmentation du taux de rotation du personnel, puisqu'il est passé de 12% en 2019 à 18% en 2022, sachant que selon l'INSEE, à partir du moment où on dépasse le seuil de 15%, on est sur un taux de turnover élevé. Donc voilà, ça bouge, ça brasse, ça quitte le navire, donc ça pose beaucoup de questions. Première question à Mathilde, là du point de vue donc, du SMA, comment vous, cette problématique, en fait, vous l'avez constatée, comment c'est devenu un sujet de préoccupation, et puis peut-être, voilà, est-ce que ça concerne des types de structures plus que d'autres, des types de métiers, enfin comment vous, cette problématique-là s'est révélée au sein de votre réseau syndicat? Assez rapidement, post-crise, au final, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment principalement les postes d'administration et de direction, même si ça s'infuse finalement dans l'ensemble du secteur, je pense. Mais ça a été extrêmement révélateur sur ces postes-là, qui sont sur des fonctions ressources et qui, en cas de vacances de poste, laissent les structures très rapidement dans des situations très difficiles. Et donc, nous, on a pu l'observer tout simplement avec l'accompagnement des adhérents, en fait, et puis la maintenance juridique qui a un peu augmenté sur ces questions. Et puis sur les postes de direction aussi, ou sur les recrutements de SMAC, qui est le label d'État qui correspond à notre secteur, on se rend compte qu'il y a vraiment un gap assez énorme entre le nombre de postulants qu'on pouvait avoir, nombre de postulants avec avec candidature étudiable, j'entends, qui a radicalement chuté. Donc évidemment, ça pose des grosses questions, et c'est des situations d'alerte qu'on partage avec la FEDELIMA, le réseau des salles de concert. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que ça touchait à peu près toutes les typologies d'adhérents. Et entre l'après-crise, l'immédiat après-crise et aujourd'hui, est-ce que vous constatez une évolution dans un sens ou dans un autre? Non, pas particulièrement. C'est difficilement observable. On a fait effectivement des statistiques à l'échelle de nos adhérents, mais c'est finalement ça fait partie des chiffres que tu as donnés tout à l'heure. Donc, c'est pas vraiment quantifiable, mais c'est absolument généralisé. Merci. Chloé, du côté de Co, donc vous, pour comprendre ce phénomène-là, vous avez mené une étude exploratoire sur les fonctions stratégiques. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? En tout cas, ça vous a permis, cette étude, un peu de révéler, de rationaliser, de formaliser un peu, de rendre palpable cette question de la baisse d'attractivité? Oui, complètement. Alors nous, en fait, on travaille avec toutes les filières, on va dire, du secteur culturel, mais cette étude s'est faite dans le cadre du contrat de filière musique et variété. C'était une demande du contrat de filière de réaliser une étude exploratoire sur les métiers en tension et les métiers dits stratégiques, en tout cas pour le futur, on va dire, du secteur de la musique, de la filière musicale, en Nouvelle-Aquitaine. Et l'idée était de faire une recherche-action, finalement. Donc on est parti en fait sur un questionnaire quantitatif qui venait interroger 4 thématiques principales: l'identité de la structure et son évolution depuis la crise du Covid, le recrutement et les perspectives de recrutement, les conditions de travail et de manière générale l'engagement dans le secteur, et les métiers nécessaires au développement de la filière. Et en fait, on a eu quand même pas mal de réponses. On en a eu en tout, entre les entretiens semi-directifs, le questionnaire et les focus group, on était autour de 200 réponses, donc ce qui était quand même assez conséquent, sur 2 réseaux, le réseau du RIM, le réseau des indépendants de la musique en Nouvelle-Aquitaine, et le réseau MUSA,
qui est plutôt sur le champ, on va dire, des musiques de répertoire, du classique. Et à partir de là, effectivement, on a bien constaté qu'il y avait vraiment une baisse, on va dire, de candidature, enfin, comme le disait Mathilde, de candidature. C'était presque divisé par 3 sur des postes qui, auparavant, avaient entre 50 et 100 candidatures. Là, il y en avait très peu, et puis encore moins qui étaient viables, en tout cas à étudier, à recevoir en entretien. Et sur des postes dits stratégiques, l'administration, des postes plutôt en lien avec la direction. Et après, sur le développement des structures, ce qui est ressorti aussi, c'est donc 2 autres postes. Un poste autour de la médiation culturelle, un poste non, 3 autres postes. Un poste sur le community management, mais le community management, pas juste créer des posts et les mettre sur les réseaux sociaux. Non, l'idée, c'est vraiment d'avoir un travail autour du numérique, d'avoir un travail autour des réseaux sociaux, du digital, et comment on anime des communautés, en fait. Et comment aussi les réseaux sociaux peuvent être un outil de médiation, qui est vraiment une réflexion là-dessus. Et un 3e poste qui est autour de on va dire de la transition écologique, qui n'était pas tout à fait bien définie, mais en tout cas, comment accompagner les structures vers ça. Alors, à l'intérieur, on peut mettre plein de choses différentes. L'idée, dans un premier temps, était de plutôt réaliser un audit. Et bien sûr, en fait, ces postes, ils ont été pensés... alors, il y avait aussi le dernier, il y en avait 4. Le dernier était vraiment sur l'administration, un poste qui pouvait se rapprocher presque de la direction adjointe. Qui sont des vrais metteurs en tension. Il y a une vraie problématique autour de ces métiers-là, qui sont bien sûr liées aux conditions de travail qu'on retrouve dans le secteur, qui peuvent être difficiles, mais aussi il y a une forte technicité, expertise qui est demandée aujourd'hui sur ces métiers-là. Derrière, des responsabilités qui sont assez importantes et qui peuvent faire peur, où les personnes en tout cas ne restent pas. Et après, c'est aussi des métiers ce qui est ressorti en tout cas de l'étude, c'est que par rapport à d'autres secteurs professionnels, disons la rémunération n'était pas forcément importante. Et donc, il y avait un vrai sujet là-dessus aussi autour de la rémunération. Et voilà. Et donc, à travers cette étude, on a pu vraiment décortiquer un peu quelles étaient les conditions de travail par des entretiens semi-directifs, comment ça se passait concrètement dans votre structure. Et c'est là où la question de comment améliorer les conditions de travail dans les structures est ressortie. Et après... Ces fonctions stratégiques, juste pour finir sur l'étude, l'objectif, c'est que au sein du contrat de filière musique, il y ait une aide à l'emploi qui soit créée pour aider les structures à embaucher sur ces fonctions-là. Donc ce sera soit des postes salariés individuels, soit ce sera des emplois partagés. Voilà. Merci. Donc on avance là, on voit qu'on va travailler la question des conditions de travail, mais peut-être d'un point de vue un peu générique, je vous pose la question à l'une et ou à l'autre. Quelles sont en fait, au-delà des conditions de travail, quelles sont les raisons que vous avez identifiées comme désaffection? Alors tu as parlé de la rémunération. Est-ce que vous avez pu comme ça lister l'ensemble des raisons qui font que des jobs trouvent moins preneurs qu'il y a quelques années? Moi, je pense, mais ça, on pense au SMA, c'est quelque chose qu'on a beaucoup partagé, mais j'ai rien de tangible sur lequel m'appuyer. C'est plutôt sur de la sensation et de l'expérimentation. En tout cas, sur le secteur des musiques actuelles, c'est un secteur qui a connu une très grande croissance il y a 10-15 ans et qui, de lui-même, sans faire d'efforts, était très attractif, très sexy. Et progressivement, il y a d'autres secteurs qui sont arrivés, de développement durable, d'écologie, de plein de choses qui ont pris du terrain sur ces espaces-là, à juste titre, et que nous, le secteur musique actuelle et probablement tout le secteur culturel, on a un peu loupé ce coche de cette question d'attractivité, en fait, de métier.
Voilà. Enfin, je pense que c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Après, j'ai perdu le fil. Il y avait un deuxième point. Je sais pas, rebondir sur les rémunérations ou non. Oui, sur les niveaux, sur effectivement la question de la. En fait, le fil qu'on tire et dont on va peut-être parler un peu plus tard aussi, c'est sur cette question de ce fameux métier passion, qui ne doit plus être un métier passion, mais en tout cas, on a cette étiquette, casquette de métier passion. Et comment on traite cette question, et c'est surtout l'équilibre entre la rétribution et la rémunération, et de comment on repense complètement nos métiers, en fait, pas tant en termes de contenu, même si en sortant là d'un atelier sur l'IA, je pense qu'il faut aussi se poser d'autres questions, mais bon, c'est pas le sujet de cette table. Comment on repense complètement oui, le travail dans nos métiers, en fait. C'est des questions qu'on s'est jamais posées, en fait. On n'a jamais été un métier, des secteurs qui étaient en faiblesse sur ces questions, donc on n'a juste pas appris à le faire, et que c'est des questions dont il faut qu'on s'empare aujourd'hui, parce que là on est effectivement au pied du mur. Et c'est-à-dire que du coup là on constate, on vit les conséquences d'une bascule entre, enfin c'est ce que tu dis, entre métier passion et métier profession. Il y a quelque chose comme ça qui se. Je pense. Qui mais qui je ne me base sur rien, c'est complètement empirique, mais ouais, je pense. D'un point de vue un peu générique, Chloé, sur des raisons identifiées de cette désaffection. Bon, les conditions de travail, on va les évoquer, mais au-delà des conditions de travail, ou alors. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est que ça c'est. Alors, je pense que par exemple sur les difficultés de recrutement sur des métiers en administration, d'administratrices ou d'administrateurs, enfin c'est plutôt des femmes quand même, de compagnies ou sur voilà des scènes, Gabelisi et tout ça, c'est un problème qui existait avant la crise du Covid, qui a été augmenté par la crise de Covid, et puis je pense aussi qu'il y a une question de, enfin ce qu'on voit en tout cas, ce qu'on a vu pendant l'étude et ce qu'on voit au quotidien. Avec les structures qu'on accompagne, c'est aussi des changements de vie qui se sont opérés pendant la crise du Covid, notamment sur les postes de techniciens, par exemple, où finalement, il y avait la vie, on va dire, personnelle qui prenait un peu plus de place, et puis c'était pas mal. Et souhait de rééquilibrer tout ça, et donc parfois il y a eu des réorientations, et puis je pense que moi je suis complètement d'accord avec ce que dit Mathilde. Je pense qu'il y a aussi des récits qui faisaient rêver à un moment donné dans le secteur culturel. C'était des métiers qui faisaient envie, on avait et on avait envie de s'y engager en tout cas. Et maintenant il y a aussi d'autres secteurs dans lesquels on a envie de s'engager, qui font peut-être un peu plus rêver, où on a l'impression d'avoir une vraie action en fait sur la suite, sur ce qu'on projette. Et il faut réussir en tout cas à redonner envie en fait. Et ça passe par les conditions de travail. Merci pour cette transition. Ça passe par les conditions de travail. Alors pour travailler cette question, brasser cette question. Plusieurs pistes. En tout cas, vous avez chacune, vous êtes porteuse d'un projet d'expérimentation avec plusieurs structures, plusieurs professionnels. Peut-être commencer par le SMA, le syndicat des musiques actuelles. Donc, une des réponses à cette problématique qu'on vient d'exposer, c'est le pacte EMA. Pacte EMA pour une action collective dans le travail et l'emploi. Ensemble, repensons les métiers des musiques actuelles. Donc c'est un projet expérimental, enfin Mathilde, tu pourrais pouvoir nous l'évoquer, qui donc a été déposé auprès d'un fonds d'aide, donc du FACT, qui est piloté par l'ARACT. Enfin, l'ANACT, donc l'Association nationale de l'accompagnement aux conditions de travail. Donc c'est un projet assez ambitieux qui regroupe plusieurs employeurs, même au-delà des musiques actuelles. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous présenter cette expérimentation, son déroulé, sa méthode? Donc effectivement, face à ces constats, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose d'assez intéressant à jouer sur cet appel à projet du FACT. En parallèle, on s'était aussi posé la question, notamment sur les postes de direction, de jouer sur le côté formation. Donc on a aussi monté des formations. Enfin voilà, on pense que évidemment ces questions d'attractivité, elles ne se résolvent pas que sur
un seul angle, mais bien sur des choses très complémentaires. Et donc, on a décidé avec le SMA de déposer un dossier sur donc, le FACT, le Fonds d'amélioration des conditions de travail, qu'on a obtenu. Ça a été un vrai pari, puisque le FACT était prioritairement pour les secteurs officiellement par le ministère du Travail reconnu comme secteur en difficulté, et qu'aujourd'hui, les chiffres, notamment d'audience, ne décèlent pas encore facilement, en tout cas, la désertion et la difficulté de recrutement auquel fait face le secteur, parce qu'il y a quand même, malgré tout, les postes pourvus, encore des embauches, etc. Donc, on n'était pas référencé comme secteur en difficulté. Donc, on a fait pas mal de lobbying au niveau du ministère de la Culture et du ministère du Travail pour pouvoir plaider notre cause, et donc on est ravis d'avoir obtenu ce fonds. Alors c'est une expérimentation qui n'est pas encore commencée, donc je vais pouvoir juste vous en donner les grandes lignes, mais je vais malheureusement pas encore du moins, pouvoir en tirer des conclusions. L'idée, c'est d'accompagner 20 structures pendant 2 ans. Le projet est porté avec un partenariat fort avec l'AFDAS, avec Thalys Santé, avec Audience, avec le ministère de la Culture évidemment. On a souhaité aussi, parce que comme on prend l'angle des musiques actuelles, ça nous semblait très important qu'il y ait le Prodis aussi à nos côtés, puisque c'est l'autre syndicat qui est dans le secteur. On a évidemment des points de divergence sur certains points politiques, mais on a aussi beaucoup de points de convergence, et notamment le fait qu'on travaille dans le même secteur. Donc pour nous, c'était vraiment indispensable qu'ils soient autour de la table pour participer à ça. Et voilà, ils sont très proactifs aussi. Et donc l'idée, c'est de sélectionner 20 entreprises. Alors pour la sélection, on va avoir un vrai prisme d'essayer d'avoir une vraie diversité entre des typologies d'acteurs, donc producteurs, salles, festivals, de taille, petits, moyens, grands, voire même si on peut de milieu rural, milieu urbain. Voilà, on va essayer en fonction des candidats. Là, pour l'instant, les candidatures sont ouvertes, donc on est vraiment au tout début du lancement du projet. Mais notre volonté, c'est d'avoir un panel le plus vaste et divers possible, représentatif quelque part possible. Et donc ces structures vont pendant 2 ans être accompagnées par un consultant. C'est là où l'AFDAS, on est passé par le dispositif d'appui conseil RH pour financer ces consultants. Chaque structure travaillera sur le sens large de la QVT. Alors l'idée, c'est qu'avec le consultant, ils puissent construire leur feuille de route. Donc on a prévu de faire un hackathon de 2 jours très intensif pour justement creuser cette piste, et que chaque structure qui vient évidemment avec sa direction en position vraiment décisionnaire et un ou une salariée. Donc sur les grosses entreprises, pourquoi pas un délégué du personnel, mais en tout cas une personne représentative autant que faire se peut des salariés. Construire ensemble, donc le consultant et la structure, donc employeur-employé, leur feuille de route, l'expérimenter pendant 2 ans, et ensuite sur un hackathon de fin, finaliser entre guillemets cette feuille de route, voir les écueils, où ils en sont, faire un point, voilà. Et l'autre enjeu pour nous, c'est de capitaliser toutes ces expériences, et que tout ce que ces 20 structures vont produire, à la fois en expérimentation, en écueil, en réussite, qu'on puisse en tirer des mallettes numériques mises à disposition à tout le monde, pour qu'ensuite l'ensemble de nos adhérents puissent tenter de se reconnaître en disant moi aussi je suis une petite salle de concert en milieu rural, super, il y a un adhérent qui a porté le dossier, qui était présent et qui a émergé sur ce projet, et de pouvoir ensuite aller capitaliser et pouvoir se nourrir en fait de ces bonnes pratiques, et puis de ne pas faire plusieurs fois les feuilles de match, et puis d'avoir une vraie capitalisation de la donnée. L'entrée, c'est vraiment de se dire que cette question de qualité de vie au travail sera l'un des forts leviers pour travailler l'attractivité du secteur. Voilà. Merci pour cette présentation. J'ai noté dans le dossier qu'une de vos hypothèses de départ est inscrite de la façon suivante. Les bénéfices symboliques ne suffisent plus à garantir l'équilibre entre une rétribution et une contribution équitable. Ce hiatus, la rétribution-contribution équitable, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que pour vous, c'est un des points de départ justement de ce qui vous a emmené à travailler sur la question des conditions de travail? C'est effectivement un point de départ partagé dans le comité technique. C'est effectivement de se dire que tout ce qui était
tout ce qui relevait de l'attractivité symbolique, comme on l'a évoqué, n'existe plus, ou en tout cas de moins en moins. Et donc, l'idée, c'est de re-questionner vraiment ces équilibres entre rémunération et rétribution. Donc, la rétribution, elle peut être symbolique, elle peut prendre beaucoup d'aspects finalement dans l'organisation du travail, dans la considération des gens, dans ce qu'ils viennent chercher au travail et comment ils s'y sentent épanouis. Donc ça, c'est des choses évidemment non, c'est des choses qui s'est avéré être très partagées avec l'ensemble du comité technique. Après, sur la mise en œuvre, on va aussi laisser une vraie marge de manœuvre à l'expérimentation et à voir là où les structures individuellement vont vouloir aller. Mais on part effectivement un peu de ce principe et on a même aussi un peu envie, ou en tout cas on espère, que ces questions puissent être transposables possiblement à d'autres secteurs dits métiers passion, même si vraiment je déteste ce terme. Oui, vous parlez d'engagement vocationnel. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça peut concerner aussi les métiers de la santé. La santé, par exemple, ouais, complètement. Et en termes de temporalité, du coup, cette expérimentation, tu l'as peut-être dit, mais c'est sur 2 ans. Sur 2 ans. Sur 2 ans, on lance le départ là au premier trimestre 2024, et c'est parti pour 2 ans. Merci. Et tout ce qui va être produit, donc on ne sait pas encore exactement sous quelle forme, mais tout ce qui va être produit à l'issue de ces 2 ans sera à disposition en ligne absolument à tout le monde. Voilà. Oui, parce que la capitalisation, l'essaimage fait partie du projet. Complètement. Ça fait partie des points forts qui ont joué en notre faveur pour l'attribution du FACT. Merci. Autre projet, autre démarche, autre FACT. Voilà, c'est un peu un exposé parallèle de 2 projets de ce fonds d'amélioration des conditions de travail. Donc vous, avec Co, donc c'est un projet à l'échelon régional. Voilà, pareil. Chloé, est-ce que tu peux nous expliquer cette expérimentation? Donc vous êtes concentré sur les questions de management, d'organisation du travail. Voilà, l'organisation qui participe à cette expérimentation et qu'est-ce que ça concerne? Quand vous parlez des conditions de travail, comment vous mettez en musique cette question-là? Oui, donc nous, effectivement, c'est aussi un fact. Donc on travaille, nous, avec la RACT depuis quand même quelques années maintenant, qui est on a travaillé sur tout simplement au début une sensibilisation à la qualité de vie au travail, qu'est-ce que ça veut dire passer une bonne journée de travail. Voilà, c'était plutôt des sessions de sensibilisation. Il y a eu une formation action aussi sur mettre en œuvre un projet de QVT au sein d'une structure. Donc, quand je dis nous, c'est en fait, ça s'adresse aux groupements d'employeurs, aux structures qui sont adhérentes du groupement d'employeurs, qui en fait se portent volontaires pour participer à ces expérimentations-là autour des conditions de travail. Et là, dans le cadre du FACT, donc on a 8 structures qui participent sur 2 ans. C'est c'est des structures de taille très différentes. On a au sein de l'AGEC, en fait, donc ce que je disais tout à l'heure, on s'adresse autant à la filière musicale qu'au théâtre, qu'à la danse ou livre, au cinéma. Donc là, voilà, on a des compagnies, on a des réseaux, des agences, voilà, on a plusieurs structures de taille très différentes, ce qui est assez intéressant. Et c'est un fact qui porte vraiment sur le dialogue professionnel. On a choisi de centrer vraiment sur le management et l'organisation du travail, comment on manage le travail au sein d'une structure. Et l'idée, c'est qu'ils participent à la fois à des temps collectifs et des temps individuels, c'est-à-dire qu'individuellement, chaque structure est accompagnée sur la mise en place d'un espace de discussion sur le travail. Et après, en collectif, en fait, ils vont être sensibilisés à d'autres outils qui peuvent être utiles, en tout cas, dans le management du travail. Alors, je vais vous citer des exemples. Il y a, par exemple, l'analyse des pratiques professionnelles, des groupes de co-développement,
Voilà. Et en fait, au bout de 2 ans, donc la fin est en octobre 2024, on va organiser une journée professionnelle sur les richesses humaines et le management et toute la capitalisation qui a été faite pendant ces 2 ans en fait va être à ce moment-là diffusée parce qu'on est accompagné, je vous donne tous les détails, on est accompagné par une compagnie artistique d'art du récit pendant 2 ans pour venir capitaliser l'expérience et l'idée c'est que lors de cette journée-là il y a une restitution plutôt artistique pour le coup. C'est une compagnie qui travaille sur la thématique du travail. Ça fait beaucoup de travail. Merci pour cette présentation. Tu as évoqué la question du dialogue professionnel, ce qui fait écho avec une des questions de l'atelier précédent sur les richesses humaines. Donc là, on fait un pont. Et ma question va faire écho à l'atelier, la table ronde qui se déroulera demain à 14h sur le dialogue social. Est-ce que tu pourrais nous définir un peu plus, justement, qu'est-ce que dialogue professionnel, qu'est-ce que dialogue social, la différence entre les deux? Je vais essayer avec ce qu'a mis Cécile. Nous, ce qu'on entend par dialogue professionnel, c'est plutôt comment le fait de parler du travail et d'avoir des temps où on parle de travail, ça peut faciliter en fait le quotidien de nos activités. On est vraiment à un niveau très opérationnel de discussion, de règles communes sur la manière de faciliter vraiment l'exécution du travail dans le quotidien. Et après, le dialogue social, en tout cas, selon nous, ce qu'on a pensé, je vois Claire en face, peut-être qu'elle saura vous donner une définition plus précise, mais c'est plutôt établir des règles collectives et équitables, en tout cas concernant les conditions générales d'emploi et de rémunération, via une représentation du personnel. Voilà. Je ne sais pas si c'est... et nous, vraiment, c'est vraiment de discuter du travail comme un sujet, comme un autre, finalement, dans les structures, au niveau du dialogue professionnel. Donc là, on est bien dans le cadre d'une entreprise, d'une structure, parce qu'après, il y a le dialogue social de branche, interbranche, et donc particulièrement pour des structures de plus de 11 salariés qui sont équipés, dotés d'un CSE. Mais alors du coup, est-ce que le dialogue professionnel peut compenser l'absence de dialogue social dans les petites structures ? Compenser, non. En tout cas, c'est l'idée de trouver une articulation entre les deux. En fait, ce qu'on a constaté, parce que nous, le FACT, il a commencé, depuis 1 an, on est vraiment dedans. Et ce qu'on a constaté, en tout cas pour les structures où il y a des représentants du personnel, où il y a une instance de dialogue social, c'est que souvent, il y a très peu d'espace de parole autour de comment on organise le travail dans un collectif. Toutes les tensions viennent se cristalliser en fait à l'intérieur du dialogue social. Donc tous les sujets s'entremêlent et donc ces sujets-là pourraient être en tout cas régulés, on parle de régulation à un autre endroit qui est le dialogue professionnel. Par exemple, je peux vous donner le sujet de la charge de travail que tout le monde connaît bien. En fait, c'est vraiment une thématique du dialogue professionnel. On peut en parler en dialogue professionnel, il y a des manières de le réguler, il y a des manières aussi de se mettre d'accord. Et voilà, alors que quand il y a souvent ce qu'on a vu, en tout cas dans les structures qu'on accompagne, c'est qu'il y a une très très forte charge de travail, qu'il y a un vrai sujet là-dessus, et que ça vient intoxiquer, on va dire, le dialogue social, et qu'on ne rentre on est que dans un endroit de lutte en fait, et plus du tout de discussion. Quand tu parles donc d'espace de discussion sur le travail, concrètement, peut-être pour illustrer, est-ce que tu auras des exemples? Enfin, tu as cité plusieurs dispositifs possibles. Est-ce que tu pourrais nous en présenter un, voir comment ça se met en place, et ce que ça peut générer, et est-ce que ça peut produire justement sur la question de la QVCT? Oui, alors, les espaces de discussion sur le travail, en fait, l'idée, c'est de discuter de ce qu'on appelle le travail
prescrit, le travail réel et le travail vécu. Le travail prescrit, c'est la fiche de poste. C'est votre feuille de route, la fiche de poste qu'il y en a une, parce que parfois il n'y en a pas. Voilà, c'est ce qui va en tout cas donner votre feuille de route pour exécuter votre travail au quotidien. Après, c'est le travail réel. C'est comment, en fait, on va s'adapter au quotidien aux aléas. En fait, par exemple, c'est la personne qui devait intervenir avec moi qui donnait cet exemple. On arrive, on doit faire une intervention dans une structure, le vidéoprojecteur ne fonctionne pas, il y a plein de soucis techniques. Ça, c'est le travail réel. Et comment, en tant que consultante, elle va s'adapter à ça. Et puis après, c'est comment elle l'a vécu. C'est-à-dire qu'on dit souvent, on n'a pas du tout tous la même relation au travail dans la vie générale. Et ça fait partie aussi du travail vécu. C'est-à-dire que si c'est sa première intervention, si elle ne connaît pas du tout la salle ou le public, il y a énormément de stress. Donc en fait, elle va très mal le vivre. Alors que si c'est une personne qui est plutôt aguerrie à ça, qui a l'habitude de se retrouver dans des situations un peu complexes, ça va générer un peu de stress, mais ça va aller. Et en fait, l'idée des espaces de discussion sur le travail, c'est de parler de ça. En fait. Et c'est vraiment de parler de l'opérationnel, de ce qu'on vit au quotidien, de se dire là, en fait, moi, ça ne l'a pas fait pour moi, et de comprendre ce qui dépendait de nous, ce qui ne dépendait pas de nous, et comment on peut agir dessus. On va parler du pouvoir d'agir, en fait, des salariés, du pouvoir d'agir des travailleurs sur vraiment leur travail. Et je vais donner un exemple pour ça. Il y a plein d'outils différents sur les espaces. Ça se pratique beaucoup dans le milieu hospitalier, dans des services d'urgence où il y a besoin d'une adaptation constante. Parce qu'il faut que ce soit ces EDT, comme on les appelle, il faut que ce soit assez court, il faut que ce soit pratique à mettre en place, et il faut que ce soit sur du temps long. On n'est pas du tout sur des séminaires d'équipe au mois de septembre ou au mois de juin, où on va venir réfléchir à comment s'est passée l'année, à un bilan. Non, on est vraiment sur tous les 15 jours, on a ces temps-là. Donc il y a un jeu, on va dire que c'est un jeu qui s'appelle fierté-frustration en équipe. En fait, chacun va venir écrire une fierté et une frustration qui date de la semaine dernière. Il faut que ce soit vraiment dans un temps assez court pour qu'on s'en souvienne bien et de se dire pourquoi j'ai considéré qu'à cet endroit-là, mon travail il était bien fait et j'en suis assez fière. Et pourquoi j'ai considéré qu'à cet endroit-là, mon travail n'a pas pu être bien mené, en tout cas comme je l'entendais, et que ça a créé une vraie frustration. Et après, chacun va venir dire quelle est sa fierté, quelle est sa frustration. Et l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de se dire qu'est-ce qui a dépendu de nous à cet endroit-là, qu'est-ce qui ne dépend pas de nous, et comment je peux agir dessus, et quelles sont aussi les pratiques qui peuvent être inspirantes chez mes collègues. Et la fois d'avant, est-ce que j'ai réussi à agir sur ce qui a empêché le travail à cet endroit-là ? Voilà, ça c'est un outil par exemple. Il y en a plein d'autres qui existent. Et ce qui est le plus difficile au démarrage, c'est de vraiment se dire qu'on fait ça en équipe et qu'on laisse la parole à tout le monde et qu'on est chacun dans des postures d'écoute et que même si on se retrouve avec notre hiérarchie, même s'il y a un conflit, il faut réussir à rester à notre endroit et comme la direction doit rester dans une posture d'écoute et ne doit pas forcément réagir, on va dire, être dans la réaction en tant que direction ou supérieur hiérarchique. C'est pas forcément évident. Hein. Ouais. C'est quoi l'EDT ? Espace de discussion sur le travail. Donc ça c'est un exemple effectivement de dispositif. Du coup, pour reparler de l'expérimentation au global, si on fait un point d'étape, où est-ce que vous en êtes dans ce que vous aviez prévu ? Quel constat vous faites ? Qu'est-ce que ça génère ? Est-ce que déjà vous avez constaté des améliorations, que ce soit à l'échelon des professionnels ou des structures ? Enfin, quel est le comment le constat que vous faites ? Alors là, on en est au milieu. Chaque structure a été accompagnée et est en train d'expérimenter ces espaces de discussion sur le travail. On fait un retour d'expérience fin janvier avec toutes les structures. Il y a toujours des temps collectifs. Il y a plein de choses qui se passent, c'est sûr. Ce qu'on constate en tout cas, c'est qu'il y a
À aucun endroit dans ces structures-là, le travail était abordé comme sujet. Il y avait des réunions d'équipe, il y avait des temps pour discuter des projets, mais pas sur le travail. Et le travail il était plutôt discuté sur des temps informels. Ou en tout cas dans des entretiens professionnels, voilà, en bilatéral, mais en collectif, jamais. C'est pas facile. En tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on n'en a pas du tout l'habitude. Donc c'est vrai que ça demande aussi aux structures d'avoir on va dire une hiérarchie, une direction, une gouvernance, en tout cas où il y a une vraie volonté politique de vouloir instaurer ça et de vouloir se dire on laisse du temps en fait en dehors des projets qui se passent et en dehors de notre charge de travail assez importante pour que ces espaces ils aient lieu et qu'ils soient utiles et constructifs et que ce soit pas juste une fois. C'est vraiment la clé, c'est plus difficile. Et ensuite, on se rend compte des choses où la plupart des personnes qui encadrent n'ont pas de formation de management, aucune. C'est pas grave, je pense que toi non plus, Mathilde, moi non plus, enfin voilà, je sais pas, dans la salle, je pense qu'il y en a très peu. C'est comme ça, les formations qui mènent à des postes dans le secteur culturel, il n'y a pas de module de management, il n'y a pas de module RH, il n'y a rien. Donc malgré tout, c'est un vrai manque. Et il y a plein qu'on soit directeur d'un réseau ou directeur artistique d'une compagnie, les constats sont les mêmes. En fait, on n'a pas les outils, on ne sait pas faire. Et parfois on se plante et on a envie de s'améliorer. Voilà. Et puis il y a aussi la question économique qui est très présente, c'est-à-dire que le secteur actuellement est fait et je pense va continuer comme ça, avec une insécurité économique qui a toujours été là mais qui est quand même grandissante, qui est une variable d'ajustement sur les moyens RH et en fait, les moyens RH devraient être pensés dès le départ, dans en tout cas les cahiers des charges qui sont donnés aux structures ou ce qu'elles devraient mettre en place pour qu'après, la question économique puisse répondre au projet, mais aussi à ça. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas. Et puis, avec les appels à projets et tout ce qu'on connaît, c'est pas du tout évident. Il y a une forte charge de travail, il y a une forte pression qui pèse sur les directions, un isolement, c'est aussi ce qu'on a constaté, qu'il y avait vraiment un besoin d'échange avec des pairs sur du quotidien, parce que malgré tout, ce sont des postes avec beaucoup de responsabilités, des gouvernances qui sont souvent, parfois, pas toujours, mais absentes. Et qui voilà, un isolement assez fort. Et justement, là, pour faire le lien entre cette question de l'isolement, de la charge de travail pour la direction, et puis la question de la méthode, est-ce que la mise en place d'un espace de discussion pourrait, dans quelle mesure ça peut permettre d'atténuer, gérer, manager cette histoire de charge de travail? En fait, c'est pas une formule magique, c'est bien sûr, ça vient s'ajouter à d'autres outils, mais l'idée, c'est de réguler, en fait. C'est de pouvoir réguler ce qu'on appelle les risques psychosociaux et de ne pas se retrouver du jour au lendemain avec un burn-out, un épuisement professionnel, 3 arrêts maladie en même temps, une personne qui part en se disant « mais je suis passée à côté d'un truc, je n'ai pas vu. Je sais qu'on a une forte charge de travail. Elle m'en avait parlé il y a 6 mois en entretien pro, mais... » j'ai rien vu passer depuis. Enfin, j'ai pas compris ce qui s'est passé. L'idée, en fait, c'est que ces temps-là, ils soient, ce que je disais, tous les 15 jours, enfin, en tout cas réguliers, pour pouvoir se dire, là, il y a un point qui va pas, il faut agir dessus. Est-ce que, collectivement, il y a un fonctionnement à revoir, il y a des règles communes à repenser sur la manière dont on travaille ensemble, et puis peut-être qu'il y a des pratiques qui peuvent être intéressantes chez nos collègues. Et après, c'est de faire ce qu'on appelle des petits pas, quoi. C'est d'essayer, en tout cas, et si ça ne marche pas, de revenir en arrière. Mais en tout cas, c'est de pouvoir avoir un espace où les gens disent, là, en fait, moi, ça ne va pas. Là, ça ne va pas parce que j'ai 4 projets en même temps, je ne m'en sors pas. Et c'est de se dire collectivement,
on n'a peut-être pas besoin que tous ces projets soient lancés en même temps pour la survie de la structure finalement. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Peut-être qu'on peut se dire, on en laisse un de côté, on voit avec le financeur si on ne peut pas avoir un report sur l'année suivante. Enfin, c'est des exemples qui vont très vite, hein, mais pour soulager la personne en fait qui se retrouve en charge. Voilà. On questionne souvent sur le fait de est-ce qu'on a absolument toujours besoin d'être dans une frénésie et de se développer pour survivre? Et la réponse n'est pas forcément oui à chaque fois. Je propose de rester sur cette question de charge de travail. Elle peut être pensée, planifiée. Enfin, la diminution de la charge peut être pensée, elle peut être subie aussi. Mathilde, concernant cette charge, en fait, là, donc, je t'interroge plus en tant que directrice de Jazz à Poitiers. Vous, pour faire face, et puis tu pourras nous évoquer cette situation, hein, pour faire face aux difficultés budgétaires que vous rencontrez, il y a une baisse d'activité sur l'année 2024. Malgré tout, comment, à ton endroit de manageuse, comment tentez-vous de conjuguer qualité de vie au travail et baisse d'activité? Enfin, quel est l'impact de l'un et l'autre? Est-ce que ça a été pensé? Enfin, voilà, comment articuler ou réarticuler dans un contexte très particulier cette question de QVCT? Alors effectivement, juste pour les éléments de contexte, nous on est dans une situation où on a aligné parfaitement, enfin à peu près parfaitement, les moyens humains et le projet. Évidemment, ça a eu un coût, notamment sur un réalignement de conventions collectives sur les salaires de l'équipe. Et donc, étonnamment, j'ai plus de budget artistique. Voilà. Donc, je vais aller dans une forme de caricature, mais j'ai à peu près une équipe payée à rien faire en 2024, ce qui est absolument intéressant, hein, sur les questions de QVCT, justement. Donc, évidemment, moi, moi et mon conseil d'administration qui est extrêmement présent et en soutien sur ces questions. C'était un risque RPS qui clignotait dès le départ, avant même qu'on décide de poser cette action. Alors dans les faits, on va quand même pouvoir faire... donc on a annulé la saison et annulé notre festival et on va transformer ça en 4 temps forts dans l'année. L'idée, c'est aussi politiquement, hein, de renvoyer la question de quels moyens les politiques publiques se donnent pour que les labels puissent mettre en œuvre leur cahier des charges. Donc cette question, elle est extrêmement... prégnante, parce que c'est évidemment une source d'inquiétude pour les salariés, ce qui est tout à fait logique. Donc moi, à mon endroit, la première réponse a été évidemment beaucoup de transparence progressive, parce qu'évidemment l'idée c'est pas non plus de submerger d'informations qui est par nature anxiogène, même si elle est transparente, mais plutôt d'y aller progressivement, de les associer aux prises de décision et de leur dire aussi les choses qui sont en suspens, à trancher, avantages, inconvénients. Ils ont été invités à un conseil d'administration extraordinaire pour pouvoir être présents justement au moment de la prise de décision d'arrêt de l'activité. Donc voilà, moi je pense que, en tout cas dans l'outil de management, la notion de transparence reste l'un des première base pour que les choses se passent au moins pire. Et ensuite, la question, elle a été de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Parce que ne rien faire, c'est en fait, c'est pas vrai. On a évidemment des choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut les faire? Alors, bizarrement, j'avais une forme d'habitude, ou en tout cas, ça m'a rappelé quelques questionnements de, tiens, on ne fait plus de concerts, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Donc, on a été très bien entraînés en 2020-2021 à réfléchir à ces questions. On devient très agile. Donc nous, en l'occurrence, moi j'ai proposé tout un plan d'action d'aller visiter des salles de concert homologues sur des esthétiques homologues à nous pour pouvoir s'imprégner de nouveaux projets, de débloquer aussi un budget de consultants si on a des thématiques précises qu'on veut creuser. En tout cas, l'idée c'est comment est-ce qu'on transforme le travail et comment est-ce que, évidemment... Enfin, pour moi, ça serait un contresens d'aller jusqu'à réfléchir à la notion de chômage partiel. C'est bien au contraire, comment est-ce qu'on bascule en fait en tâche de fond et sur une remise en question du projet. En fait, c'est finalement l'occasion de le re-questionner. Donc, prenons ça comme une vraie force. Et donc, j'avais déposé un dossier sur le contrat de filière musique actuelle en ce sens qu'on a obtenu. Donc, ça va nous permettre un peu de budget sur ces questions. Merci. J'ai encore plein de questions à vous poser, j'ai plein de questions sous le coude, et en même temps, on s'était engagé à laisser une demi-heure d'échange avec la salle, si ça vous convient. Moi, je voulais juste compléter sur ce que Chloé disait tout à l'heure, très justement, sur ces espaces de discussion du travail. Quand on a préparé évidemment cette table ronde, moi je m'étais
pas du tout tenu au courant de ce fact, donc j'ai découvert à ce moment-là et j'ai trouvé absolument passionnant. Et moi, ça avait vraiment fait écho à mes pratiques sur une échelle d'une petite structure à 5 personnes, où effectivement, comment est-ce qu'on discute de ça. Et je voulais aussi dire que au-delà de la question de la charge de travail, il y a aussi toute la question j'ai envie de dire peut-être du bien-être au travail, de la question de comment les salariés se sentent et quelles problématiques ils peuvent rencontrer. Et nous, c'est un temps qu'on n'a pas du tout formalisé, mais qu'on essaye quand même de faire au moins une fois par an, ce qui est probablement pas assez suffisant, mais en tout cas, et on a aussi systématisé, mais je ne l'avais jamais intellectualisé en fait. C'est à ce temps-là que j'ai compris que c'était ça finalement qu'on avait mis en place sur les temps de réunion d'équipe, à chaque fois quand on fait la partie rétroviseur du concert de la semaine dernière, etc., ce qui s'est passé. On a aussi toujours un temps sur comment les gens l'ont vécu en fait cette semaine, ce qui s'est passé, etc. Et on a parfois résolu des problématiques qui étaient très lourdes pour des salariés, mais qui étaient impalpables, et là ils ont pu le verbaliser et on a pu en fait en intelligence collective avec l'ensemble de l'équipe trouver juste des solutions de résolution. Ça prend un quart d'heure de discussion et en fait ça a un bénéfice sur du très long terme, sur des petites choses. Alors je donne un exemple pour illustrer, parce que ça semble enfoncer des portes ouvertes, mais en fait s'il n'y avait pas eu ce temps de verbalisation, on serait complètement passé à côté, et moi la première, ce qui est évidemment un problème en situation de management, qui est que une fois que les balances d'un concert étaient commencées, les artistes ne se retrouvaient comme interlocuteurs qu'avec l'équipe de régie. Ce qui fait que eux, voyant un être humain régisseur, s'ils avaient une question quelle qu'elle soit, lui adressaient à lui, alors que lui, il est dans sa disposition de charge mentale de métier, d'être en mode de régie, de sonorisation, et du coup, ça venait polluer et vraiment fatiguer sa journée. Le fait de l'avoir verbalisé, on s'est dit, bon, bah, comment est-ce qu'on peut résoudre ça ? Le programmateur, le temps de concert, comme il a un ordinateur portable, délocalise son bureau. Et maintenant, la règle, c'est que les après-midi de concert, son bureau, en fait, il est dans la salle de concert. Ce qui fait que quand le groupe ou l'artiste pose une question qui n'est en fait pas du tout en lien et sur la fonction du régisseur qui suit, eh bien, c'est lui qui prend le relais. Ce qui permet au régisseur de rester focus sur sa mission. Et du coup, ça n'impacte quasiment rien, parce que pour le programmateur, ça lui prend 10 minutes de résoudre la problématique, de savoir où est le café, où est sa chambre et à quelle heure on mange. Mais ça a complètement changé la qualité de vie au travail du régisseur sur les temps de concert. Et si on n'avait pas pris soin de verbaliser ça en réunion, on serait passé à côté. Voilà. Donc il y a aussi tous ces tout petits pas qui sont hyper importants, en fait, qu'il ne faut pas sous-estimer. Autre adaptation, ça me remémore la question des mesures compensatoires. Donc là, sur la question du temps de travail, pareil, vous avez mis en place, tu mets en place des possibilités d'adaptation. Moi, j'aime assez effectivement parler de mesures compensatoires, comme on peut parler dans un registre de sécurité. C'est-à-dire que partir du principe que, notamment sur l'un des principes fondateurs de nos métiers, qui est l'irrégularité. On est sur des métiers où c'est difficile c'est pas régulier. Alors on peut anticiper autant que faire se peut, évidemment, mais malgré tout, même si elle est acquise et anticipable, elle reste irrégulière. Sur une même semaine, il y a un soir, on va débaucher à 2h du matin, et un autre soir, on va pouvoir débaucher à 17h. C'est irrégulier. Donc ça a évidemment des incidents sur la vie privée des gens et sur la façon dont ils laissent la place au travail dans leur vie privée, et inversement, ça a des incidents sur la façon dont leur vie privée peut être préservée du travail. Et du coup, en forme de mesure compensatoire, je me suis dit que c'était intéressant de penser cette irrégularité aussi comme une force. C'est-à-dire que dans mon équipe, les salariés sont évidemment dans la mesure de la faisabilité, complètement libres de leur emploi du temps, et ont tout à fait l'autorisation de s'absenter à n'importe quel moment de la journée sans avoir à se justifier. Alors évidemment, c'est des heures qui ne sont pas comptées comme travaillées, donc ça ne vient pas décompter, tout le monde a ce traitement-là, mais ça permet à la personne d'avoir dans sa gestion personnelle de pouvoir, je vais prendre le classique, mais qui évidemment va pas toucher à peu près tout le monde, de pouvoir caler son rendez-vous d'ophtalmo un mardi après-midi, ce qui est quand même beaucoup plus pratique que de guetter un rendez-vous à 18h ou de prendre un RTT pour pouvoir le faire. Et ce, sans absolument pas se justifier. C'est-à-dire que pour moi, la personne n'a pas à me dire, et je place au même niveau de nécessité d'absence un rendez-vous chez l'ophtalmo calé depuis 6 mois, ou la très très grande envie d'aller boire un café avec son pote de 16h à 17h.
À partir du moment où le contrat est très clair, qui est que cette heure-là absente n'est pas comptée dans la comptabilisation d'heures de travail, moi, j'ai aucun problème avec ça. Et je sais que l'équipe il trouve son compte aussi. Voilà. Je veux bien ajouter aussi, parce que en tout cas, nous, on pratique la même chose au sein de la GEC, et ça, je sais que ça fait partie, en tout cas pour les personnes nouvelles entrantes, de vraiment quelque chose de très positif, quoi, de pouvoir vraiment avoir un pouvoir d'agir sur son temps de travail. En fait, c'est ça. Et oui, c'est ça. C'est ça, c'est remettre de la maîtrise, de se dire que, à un moment donné, en tant que travailleur, on peut agir dessus, en fait, qu'on n'est pas complètement dépendant. Et je trouve que ça correspond très bien, pour le coup, à notre secteur professionnel. Merci. Je vous propose de maintenant peut-être se tourner vers la salle pour des questions, de témoignages. Merci beaucoup à tous les trois. Donc moi, je suis Marion Ecal, je dirige une structure privée dans le secteur culturel, et je vous remercie pour votre partage, parce que c'est, je trouve, extrêmement important, et j'avais envie de partager un constat et une question avec vous, et puis avec l'ensemble, évidemment, des personnes présentes. Moi, mon constat, je vais rebondir sur plusieurs choses que vous avez dit, mais mon constat, c'est que je connais beaucoup de gens autour de moi extrêmement qualifiés, avec des profils très experts, avec beaucoup d'outils en pilotage, stratégie opérationnelle, que ce soit en administration, voilà, qui pourraient tout à fait postuler à des postes de direction adjointe, direction, administration, qui sont en général plutôt des personnes indépendantes aujourd'hui. Donc, d'un manque de compétences autour de moi, je n'en observe pas, tout à l'inverse. Je vois beaucoup de personnes extrêmement compétentes. Et quand on échange entre nous, entre pairs, la réflexion, souvent, c'est quand on voit passer des annonces dans des structures labellisées ou autres, on se dit tous « Ah non, non, certainement pas ». Et j'entends même, et j'ai même eu très récemment un collègue qui est administrateur dans une scène nationale venir vers moi et me dire « Comment tu as fait pour être indépendante ? Je voudrais sortir de la structure, j'en ai ras-le-bol ». Donc c'est vrai que je ne vois pas un manque de compétences, mais effectivement un vrai manque d'attrait pour aller dans ces structures-là. Et c'est vrai que quand on discute entre nous, moi ce que j'observe, c'est que c'est souvent lié à un problème de direction, où on a des directions qui sont souvent maltraitantes dans la toute-puissance, avec des relations extrêmement complexes avec leurs salariés, alors qui peuvent être expliquées. Je ne dis pas que ce sont des gens méchants, mais pas du tout. J'ai la nuance et le recul nécessaire, mais je sais aussi, voilà, vous en avez parlé, c'est des métiers où ils sont seuls, où ils sont sous tension, trop de responsabilités, stressés, pas formés, et que c'est explosif, en fin de compte, pour les équipes. Et du coup, après ce constat, la question, c'est un peu de dire, on a vu récemment apparaître la conditionnalité pour les structures des aides à avoir un référent et une formation VHSS. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en place une obligation d'accompagnement et de formation des personnes à la direction sur tout ce qui est les ressources humaines, la QVT, parce que tout ce que vous avez dit, et Chloé, à un moment tu l'as dit, si la direction n'est pas porteuse du projet, en fait les directions qui sont porteuses du projet, tout se passe bien dans leur équipe, ou plus ou moins bien, ça tend vers le bien, ils tentent d'être des bons managers. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de directions qui n'en ont absolument rien à faire, et c'est là où est le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de directions pour qui c'est un non-sujet. Oui, ça c'est sûr. Nous, en tout cas, les structures volontaires, c'est des structures où il y a une remise en question dessus. Oui, après, oui, effectivement. Après, nous, ce qu'on dit souvent aux personnes qui sont nos partenaires, région, État, département, c'est qu'à un moment donné, il faudrait que ça fasse partie presque de leur cahier des charges. Et voilà. Après, là, ça se passe à un autre endroit, mais en tout cas, oui. C'est certain. Oui, c'est bon. Bonjour, Claire Guillemin. Donc, maintenant, je
J'étais une ancienne directrice d'établissement culturel, voilà. Je suis passée par le ministère de la Culture, par Thalys Santé aussi, le service de santé au travail des intermittents, et maintenant je suis consultante. Donc voilà, j'ai fait ce que vous venez de dire exactement. Je voulais revenir, Mathilde, sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur les métiers qui font rêver, les métiers passion. Enfin voilà, qu'il faut. D'abord, c'est plutôt les postes d'artistes qui sont des métiers passion. Ceux d'administrateurs et ceux des métiers administratifs le sont souvent un peu moins. Et je pense qu'ils déchantent un peu plus vite. Je pense que la pandémie a été très importante aussi dans la défection parce que le public, les gens qui sont attirés par ce secteur se sont aussi rendus compte que ce secteur pouvait disparaître, en fait, et pouvait s'arrêter. Donc ça a créé aussi, je pense, dans l'inconscient collectif, l'incertitude de ce secteur. Enfin, je pense que c'est aussi à prendre en compte dans les transformations aussi par rapport à notre environnement et par rapport à la sociologie du public. Le public est censé être aussi les gens qu'on peut aussi attirer dans ces métiers. Sur le travail et sur le débat du travail qui se passe donc dans le dialogue professionnel ou dans le dialogue social, c'est vrai que 98% je crois des entreprises ont moins de 5 salariés dans le secteur du spectacle vivant en tout cas, donc il y a très peu de dialogue social et il y a malheureusement aussi pas encore assez de dialogue professionnel, c'est-à-dire du dialogue pour moi entre un manager et des équipes ou même entre les équipes elles-mêmes pour parler du travail. Et pour moi, parler du travail, c'est aussi parler du contenu du travail. Et c'est rendre attractif un métier, un emploi, c'est aussi faire rêver par son contenu. Or, je ne sais pas, regarder les fiches de poste des administrateurs aujourd'hui, si ça fait vraiment rêver les petites annonces qui paraissent. Faut aussi, on parle beaucoup de sens au travail, et notamment l'ANACT, qui a fait énormément de choses sur le sens au travail. Il y a la question de l'utilité du travail. Est-ce que ce que je fais dans une équipe, dans une entreprise, va être utile? À quel endroit je suis utile dans toute la chaîne de production? Et puis pour revenir sur les métiers de directeur, ou la place de ces directeurs, oui, il y a un isolement des directions sur leur quotidien. D'abord, souvent parce que il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire quand on est directeur. On est face à une crise, on ne sait pas gérer. Vous avez un suicide, par exemple, vous ne savez pas gérer, etc. On ne sait pas faire et des fois, on n'ose pas dire. Et puis, on ne sait même pas à qui dire. Donc, c'est vrai que les directeurs ou directrices sont souvent isolés, d'où l'importance de l'entraide. Pour moi, l'entraide est un facteur de protection énorme. L'entraide qu'on peut trouver dans les réseaux, avec les agences, les organisations salariales ou patronales d'ailleurs. Voilà. Et puis, sur les formations de ces directeurs, oui, il n'y a rien du tout. On n'est pas formé, on n'est pas du tout formé au RH. Ça veut dire qu'il y a aussi un problème de recrutement. Et qu'aujourd'hui, dans les lieux labellisés, les personnes qui sont en responsabilité sur les recrutements, donc les collectivités territoriales, l'État, les présidentes ou présidents des associations qui encadrent ces lieux, doivent être formés aussi à comment on recrute et quelles questions on pose, parce que c'est inadmissible, effectivement, c'est inacceptable d'avoir une telle toxicité dans les entreprises culturelles. Voilà. Je voudrais juste terminer parce que j'ai fait un mémoire il y a 3 ans ou 4 ans sur les risques psychosociaux chez les artistes intermittents, où j'ai pu recueillir à peu près 600 réponses, 650 réponses. Faut savoir que le facteur de risque psychosocial le plus important chez un artiste intermittent, c'est de ne pas pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Ça vient même avant ne pas être rémunéré à hauteur de son salaire. Ça veut dire que les gens aspirent à bien travailler. Enfin, je connais personne qui disent « moi, je ne veux pas travailler ». Enfin, je n'ai jamais rencontré un seul salarié en 30 ans
qui dirait « j'ai pas envie de bosser ». Bien faire son travail, c'est essentiel, enfin c'est vital, je dirais, c'est une source de motivation extraordinaire. Et vous voyez, quand on rapporte, on a commencé par parler du soin et de l'hôpital, les métiers d'infirmiers, infirmières, aujourd'hui, quand les infirmiers sont en grève, c'est pas parce qu'ils veulent pas bosser, c'est juste qu'ils disent on n'a plus les moyens de bien travailler. Voilà. Donc, je pense que le secteur doit absolument se mobiliser pour redonner les conditions pour bien faire son travail et pour débattre du travail. Et pour débattre du travail, à mon avis, il faut aussi bien former au préalable les directeurs. Ça pose aussi une question de qui dirige, qui manage. Parce que, vous le disiez, dans une compagnie, quand la compagnie est dirigée par un artiste intermittent qui n'est jamais là, c'est quoi les liens hiérarchiques? Enfin, dans une organisation, enfin, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Il y a la structure, il y a tous les process, il y a les RH, il y a les gens. Donc, c'est pas si simple, en fait. Voilà. Merci, en tout cas, pour vos témoignages. Merci, Claire. Un autre témoignage, Samuel? Bonjour, donc moi je suis Samuel, je suis de la Chaloupe, une compagnie de théâtre à Niort. Donc je suis un administratif, plus particulièrement un chargé de diffusion. Donc pour le coup, je pense que par rapport à ce que tu as dit, du coup Chloé, il y a aussi cette problématique de la jeune femme administratrice dans les compagnies de théâtre et peut-être ailleurs, et le rapport avec le vieux mâle programmateur. Je vais faire exprès de le dire comme ça. Mais en tout cas, dans le groupe métier chargé de diffusion, on a souvent abordé ce sujet et les problématiques que ça peut aborder dans le rapport, voilà, dans des choses qui sont au mauvais endroit et largement. Je pense que ça peut y participer. Moi, il y a quelque chose qui, à force, en fait, aussi, je trouve, pèse sur nos métiers, c'est la reconnaissance en fait de nos métiers. On monte un dossier de production de spectacle, à aucun moment n'est pris en compte le métier administratif. On en parlait tout à l'heure, du coup, voilà, là on a un dispositif d'aide au niveau de la région sur de la structuration. À aucun moment l'emploi est pris en compte dans le calcul de la structuration. On est sur un chiffre d'affaires, donc à la rigueur, vous pouvez avoir des esclaves, ça ne change rien, puisque du coup, ce n'est pas du tout indexé. Donc à un moment donné, quand vous souhaitez salarier les personnes avec lesquelles vous travaillez au juste prix, pour les tâches qu'elles ont à faire, et pas leur en donner 15 000 parce que vous n'avez que de quoi salarier qu'une seule personne, bah, du coup, ça a un coût qui peut fragiliser les structures. Alors, je parle pour les compagnies, mais quand je t'entends parler, ben, on a exactement les mêmes problèmes. C'est-à-dire que nous, à l'heure actuelle, en fait, on se retrouve structurellement à avoir un déficit de 20 000 €. Donc, de se questionner pour 2024, de se dire comment on fait pour déjà pouvoir boucher le trou, pouvoir sauver nos salaires. Et parce que du coup, on est deux permanents, donc deux personnes qui potentiellement peuvent perdre leur poste. Voilà. Et effectivement, avec cette problématique aussi, alors nous, c'est la chance d'être en collectif, donc chacun amène sa part et on va compiler nos compétences et on a une direction commune. Mais nous, les artistes, sont démunis sur cette question-là parce qu'ils ne sont pas formés, ils n'ont pas cette compétence-là. Donc on se partage cette responsabilité, mais c'est très problématique, parce que ça questionne la création, enfin tout ce qui est la base du métier après artistique qu'on accompagne nous dans les compagnies. Et malgré tout, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez ancestral dans le fonctionnement des compagnies et la place des administratifs au sein des compagnies. Alors, je parle des compagnies parce que c'est ce que je connais, mais peut-être aussi ailleurs, c'est pareil. Et ce côté où on est au service d'eux. Et on est là pour permettre aux autres de travailler. Et en fait, moi, je suis assez fier d'être dans le groupe métier, par exemple, de chargé de diffusion. Ça fait un moment qu'on y est. Et tout ce temps de partage et de discussion est important. Et il y a eu on s'est retrouvé avec des personnes qui étaient vraiment en souffrance. Et du coup, dans le genre de lui dire, barre-toi, parce que là, du coup, c'est quelqu'un qui te fait mal et tout ça. Voilà. Sur des formations aussi, c'est très fréquent de se retrouver avec des personnes qui viennent en formation et qui sont paumées et tout ça. Et
avant, alors, et je trouve ça génial, il faudrait que ce soit partout comme vous l'avez annoncé, mais on a déjà un gros problème au départ de reconnaissance de nos métiers au sein de la culture. Et à partir de là, on aura peut-être un peu plus d'envie d'y aller. Et voilà, je ne sais pas s'il y a des étudiants, mais ce serait intéressant de voir aussi comment tu peux te dire, je vais faire une formation pour être administrateur ou chargé de diffusion. C'est un peu le... Voilà. Et entre autres, je trouve que ça se retrouve, pour finir, sur les offres d'emploi. Parce qu'effectivement, il suffit de compiler les offres d'emploi qu'on trouve dans notre métier. Et parfois, c'est délirant. On se retrouve sur des payes qui sont les plus basses possibles, avec des missions qui sont démesurées. Et du coup, c'est vrai que ça ne donne pas tellement envie. Merci. Patricia Houdin, je suis à la direction de la culture à la région. Donc moi en fait, je vois d'autres raisons du manque d'attractivité des métiers culturels. Alors ça a été évoqué sans être évoqué comme ça. La première, c'est l'utilité sociale. C'est-à-dire quand le gouvernement a annoncé que les métiers de la culture, que la culture n'était pas essentielle au Covid, je me suis dit c'est anecdotique. Voilà. Et je me rends compte dans tous les accompagnements que je fais auprès des porteurs culturels que ce n'est pas si anecdotique que ça et que ça a marqué beaucoup de personnes. C'est-à-dire comment reconnaître cette utilité sociale. Et je me dis que le manque d'appétence pour les métiers culturels, il peut être lié à ça. La deuxième chose, donc, c'est le manque de reconnaissance, mais monsieur en a parlé, donc je ne vais pas en reparler. Mais effectivement, je ne sais pas s'il y a des gens du LAPAS ici, mais le LAPAS est né sur cette manque de reconnaissance des métiers, ce qu'on appelle des métiers supports. Et je pense que revaloriser ces métiers-là est une nécessité absolue. Le LAPAS, qui est un réseau de professionnels de l'administration. Administration, production, diffusion. Voilà. Et puis, c'est un réseau national, hein, voilà. Mais il y a une déclinaison en région. Et puis la troisième chose, je pense que on a une structuration dans le milieu de la culture qui commence à être défaillante. Je m'explique. Il y a une majorité de toutes petites associations, notamment sur les compagnies, sur les petits festivals, qui sont dirigés par des présidents, parce que souvent il y a un emploi unique ou il y a 2 emplois, mais il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'encadrement. Il y a un président qui peut très bien jouer son rôle, mais qui peut aussi ne pas très bien le jouer. Et c'est souvent le copain, le tonton, la cousine, etc., du directeur artistique. Et je pense que finalement, on est en train de prendre en pleine figure cette structuration associative qui n'est pas allée jusqu'au bout de ce qu'elle pouvait faire en matière d'employabilité. Et puis, ça, c'est aussi très lié au fait d'imaginer de nouveaux modèles économiques, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les années 80 avec une culture qui était hyper subventionnée, on n'a plus les moyens, quel que soit le niveau de collectivité. Et là, il faut qu'on invente tous ensemble, il faut qu'on invente autre chose, c'est-à-dire de nouveaux modèles économiques. Et je me dis que ça dessert forcément. Vous avez parlé de rémunération. Évidemment que les rémunérations basses dans la culture, qui ne sont pas basses pour tout le monde quand même, hein, mais qui sont une majorité trop basse, n'attirent pas les futurs salariés. Mais je me dis qu'il faut qu'on fasse ce travail-là à un moment ou à un autre. Et pour le moment, on ne le fait pas. Merci Patricia pour ces précisions. Ça va être peut-être la dernière question ou l'avant-dernière. Oui, bonjour à tous. Laurent Boutros. Moi, je m'occupe d'un festival de musique. Alors, je ne suis pas le tonton et le président et le directeur à la fois, mais pas loin parfois, hein, quand il faut combler quelques vides. Et en même temps, j'ai une expérience de direction d'établissement artistique. C'est difficile d'intervenir parce que je crois que tout a été dit, mais des fois, il est bien d'enfoncer des clous quasiment déjà enfoncés. Je pense qu'on
on a 3 difficultés. Il y a la difficulté effectivement du manque de valorisation de la profession et de certains profils de poste. Sans doute, à ce niveau-là, effectivement, moi, ce que je percevais il y a quelques années encore comme un couteau suisse qui peut être l'exception dans une structure, et ben là, c'est devenu la règle. Hein. Quand je vois aussi les offres d'emploi, je me dis, oh là là, au pire, je reste directeur du conservatoire, mais je ne vais pas me lancer dans une direction de structure de centre culturel. Et également, je pense qu'il faut être aussi honnête. Effectivement, ça a été déjà dit par Patricia Audin. L'attractivité aussi, moi j'avais aussi été très très choqué puisqu'en Espagne ça se passait différemment. J'ai aussi une veille artistique et je m'étais produit en Espagne quand les salles de spectacle étaient fermées en France, où effectivement on n'était pas essentiel à la survie de la population. Mais il y a aussi entre-temps, depuis une dizaine d'années, des métiers, alors même si ce n'est pas des métiers passion, je dirais quand même que c'est des métiers qui apportent un supplément d'âme, où on se dit effectivement, la fameuse utilité sociale, on va apporter quelque chose, on va quand même valoriser notre travail, où certaines manifestations via notre travail vont pouvoir exister. Et là, il y a d'autres, j'aime pas ce mot-là, mais niches qui surgissent. Il y a la transition écologique, il y a des nouveaux défis pour la planète, dans laquelle de jeunes générations peuvent tout à fait, à juste titre, se projeter et se dire, finalement, si je dois être, utile à cette société, pourquoi pas aller plutôt là que là, en fonction, bien sûr, des études, des formations qui sont mises en place et de l'appétence et des compétences qu'on peut avoir. Voilà, c'est plus un témoignage qu'une question. Merci pour ce témoignage. Est-ce que nos invités, Mathilde, oui, je t'en prie. On parle de cette question d'utilité sociale. Moi, j'ai une petite remarque là-dessus. Je me pose beaucoup la question en ce moment et j'ai assez changé ma pratique vis-à-vis de ça et je trouve que ça porte vraiment ses fruits. Et puis, je l'ai aussi beaucoup constaté dans d'autres structures à l'inverse, du coup. C'est la question de l'utilité sociale et la question du sens. Et en fait, d'utiliser cette question du sens, du pourquoi on fait les choses, comme aussi une question de partage et d'arbitrage dans les choix managériaux. C'est-à-dire que je pense avoir eu parfois la tendance d'arrêter parfois d'expliquer pourquoi j'arbitrais en faveur de telle ou telle organisation, telle ou telle répartition des tâches. Et je me suis mis à faire très attention à remettre à chaque fois le sens, en fait, de pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, en fait, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble, quel est le projet, et de remettre cette notion de sens comme outil aussi d'aide à la décision, évidemment, avec toutes les questions de cadre légal, d'administration, enfin voilà, toutes les choses qu'on peut connaître. Ça ne devient pas l'unique point, mais de le remettre presque aussi important que le cadre légal et la fonctionnalité de la structure, en fait. Et que finalement, ce partage du sens redonne aussi beaucoup de liens à l'équipe et replace vraiment différemment les débats en réunion d'équipe, en fait, et les questions de pourquoi on travaille, en fait. Qu'est-ce qu'on fait là, tous ensemble autour de la table, on est en train de parler d'un concert, pourquoi on accueille du public, c'est quoi l'importance, là, c'est l'accueil public. C'est pas de savoir si, effectivement, mettre le bloc, la borne accueil, là, oui, mais c'est quand même vachement moins fatigant, c'est beaucoup plus près du storage, etc. Évidemment, c'est des considération à aussi prendre en compte, bien au contraire, mais de remettre cette question du sens, ça a aussi remis les choses dans un axe beaucoup plus sain dans la relation au travail, j'ai trouvé. Merci Mathilde, je propose que ce soit le mot la fin de cette table ronde. Table ronde donc, qui s'inscrit dans un parcours. Demain, vous avez à 10h30 redonner du sens au travail pour les métiers de l'administration, donc animé par Claire Guillemin. Et puis demain après-midi, et oui, la transition était toute trouvée. Et demain après-midi à 14h, à quoi sert le dialogue social dans la culture. Mais d'ici là, pour celles et ceux qui se sont inscrites, nous avons un apéro dînatoire à 18h30 au CNAM. Et merci encore à toutes et tous. Et merci à nos deux invités.